Bonjour, nous sommes ici sur My Digital Enterprise by Planet e-commerce Bretagne. Hein. Je me souviens bien de tous les mots qu'il faut dire. Et nous avons avec nous deux panélistes avec lesquels on va parler de l'impact de la transition numérique sur les fonctions commerciales et marketing. Voilà. Alors je suis Loïc Simon et je suis le fondateur d'un forum qui s'appelle le Social Selling Forum, où on parle beaucoup d'ailleurs de la transformation de la vente. Plus particulièrement d'ailleurs de la vente complexe B2B, dont j'ai ici ou de l'achat complexe en business to business, dont j'ai ici un représentant. Alors Norbert, dis-nous qui es-tu et quelle est ta raison d'être? Bien, ma raison d'être, c'est de favoriser la mise en place de postures d'excellence commerciale. Alors certains m'ont déjà fait la remarque, ah oui, l'excellence, rien que ça, mais en fait, nous sommes tous à la recherche de cette excellence, quoi que nous fassions. Et c'est vraiment aujourd'hui l'attente du marché. La moyenneté ne paye pas. Il faut vraiment tous se placer dans cette démarche d'excellence, en l'occurrence commerciale. En l'occurrence commerciale. Et puis nous avons Arnaud avec nous. Alors Arnaud, dis-nous qui tu es et puis quelle est ta raison d'être? Bonjour à tous, alors je suis Arnaud Buffard, je suis le directeur marketing digital d'une société qui s'appelle Trusted Shops. Trusted Shops. Trusted Shops. Voilà. Qui collecte des avis clients, notamment en ligne, donc on travaille pour des e-commerçants et des retailers. Ces avis clients permettent de bénéficier d'une meilleure visibilité sur Internet et d'optimiser la conversion d'un site e-commerce, également d'un shop physique. Ma raison d'être, elle est à deux niveaux. On est sur un produit qui à la base est éminemment juridique et technique, et on s'adresse à des professionnels. Donc on travaille pour des grandes entreprises telles que Showroom Privé, Zalando, etc. Mais on travaille aussi pour des toutes petites PME, qui d'un point de vue très pragmatique ont besoin de faire des ventes. Donc nous, dans un premier temps, on a cette démarche commerciale d'aller chercher des entreprises qui vont être intéressées par notre produit. Attends, là tu fais du B2B puisque tu vas aller chercher tes clients à toi. C'est ça. Et après, tes clients, eux... Et la transition numérique, elle nous permet aussi quelque part de venir développer un business auprès de consommateurs en rassurant justement les consommateurs via les avis clients. Voilà, et puis tes propres clients, d'ailleurs, en règle générale, ils vendent souvent en e-commerce, en fait, quasiment tout le temps, tes clients à toi. Alors, mes clients à moi, ils sont beaucoup en e-commerce, je dirais près de 60% et 40% en retailer. Donc là, je parle de magasins physiques, d'enseignes de distribution. D'accord. Également. Ok. Bon, alors, si on parle transition numérique, alors pour vous, d'ailleurs, la transition numérique, aujourd'hui, ça se traduit par quoi, concrètement, dans les fonctions vente et marketing? On va commencer par toi. Dans un premier temps, il y a un rapprochement sémantique et il y a un rapprochement aussi, je dirais, juste opérationnel. C'est-à-dire que là où il y a quelques années en arrière, la force de vente avait tendance à dire que le marketing ne faisait pas ce qu'il fallait, étant donné que les données n'étaient pas suffisamment qualifiées. Le marketing répondait « Oui, mais vous essayez de... Bon, c'est pas le marketing qui va finaliser la vente. » Enfin, c'est le serpent de mer, cette conversation. Et aujourd'hui, le digital nous permet véritablement d'apporter des données beaucoup plus qualifiées et beaucoup plus d'instantanéité. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter des projets à très court terme, d'apporter une valeur technique rapidement, et de ce fait, la fonction commerciale va avoir justement à découvrir et à rassurer le client dans le projet et dans la continuité de ce projet, et va finir par la phase de closing. Donc là, je rentre dans le vif du sujet, mais c'est justement là où le marketing n'a pas beaucoup de puissance, c'est dans cette phase de closing. Nous, on va être là pour apporter le contenu qui va être qualifié, qui va apporter suffisamment d'éléments pour rassurer justement ce professionnel et se dire qu'il est sur les bonnes problématiques, en tout cas qu'il a une prestation qui vise à solutionner les problèmes qu'il va rencontrer. Pour autant, le commercial va pouvoir prendre le relais derrière pour véritablement terminer le contrat et faire en sorte que la solution soit appliquée, et qu'ensuite il y ait ce qu'on appelle chez nous un customer success qui se met en place. C'est également la fonction commerciale qui va suivre nos clients de A à Z. Et ça, c'est très très important aujourd'hui à l'ère du partage communautaire, parce que la réputation va très très vite, et que si on n'est pas dans ce détail-là, sur la fidélisation, l'engagement des clients, on peut vite, très très rapidement perdre en réputation. Bon, bah écoute, c'est très bien, tu as déjà fait la moitié du chemin. Hein. Merci. Là, on a fini quasiment, tu as tout dit. Hein. Non, je te demandais quel était vraiment l'impact de cette transformation numérique. Alors, je vais reposer la question cette fois-ci à Norbert. Alors moi, je voudrais vous répondre du point de vue du client. Parce qu'en fait, quoi que vous ayez à acheter, si on se place du côté du client, les capacités que vous avez aujourd'hui à votre disposition par Internet, par les blogs, par les sites de comparaison, de prix ou de technologie, permettent aux clients de
considérablement s'informer avant d'accepter de rencontrer le moindre vendeur ou le moindre commercial. Et c'est l'un des changements majeurs entre la vente là en 2020 par rapport à ce qui était le cas il y a 10 ou 20 ans. Même en 2018 d'ailleurs. Voilà, et plus encore, c'est qu'en réalité, le parcours d'achat du client il y a 20 ou 30 ans correspondait peu ou prou au cycle de vente. Moi, client, j'ai un besoin, je lance une consultation, un appel d'offres, je reçois des sollicitations de commerciaux, on se rend compte, on discute, on négocie, on signe. Là, il y avait une relative synchronisation des deux cycles. Aujourd'hui, au contraire, les 2/3 du parcours d'achat vu du client sont faits en dehors de toute interaction commerciale. Parce que je peux me renseigner de droite et de gauche, je me renseigne sur la réputation, je vais me rassurer sur tel ou tel fournisseur potentiel, boutique, alors boutique pour le B2C ou entreprise pour le B2B, peu importe, pour le coup c'est tout à fait symétrique. Et donc cette démarche-là change considérablement la donne. Autre point que j'aimerais également dire, c'est que justement, avec cette capacité à diffuser l'information partout, tout le temps, on peut considérer aujourd'hui que les produits ou services que nous sommes sur le point d'acheter, dans beaucoup de cas, se valent. J'ai devant moi un ordinateur HP, un Dell. Ou un consultant en vente. Ou un consultant en marketing. Ou, voilà. Ou une boutique Darty, Boulanger ou les autres. Ok, il y a des différences, mais enfin quand même, en premier niveau, c'est la même chose, c'est les mêmes prix, c'est grosso modo les mêmes stocks. À epsilon près, tout ça c'est pareil. On en arrive donc au fait que le digital a éloigné la différenciation sur le produit ou le service, a éloigné donc la différenciation par l'objet de la transaction qui va être faite, pour finalement revaloriser, je trouve, un métier qui est justement le métier commercial dans l'expérience d'achat que vous allez faire vivre à votre client. Un exemple. Il vous est peut-être arrivé d'avoir pour acheter des vêtements par exemple, de vous dire « Oh, cette boutique, c'est vrai qu'elle n'est pas très loin de chez moi, ils ne sont pas très chers, mais les vendeurs ou les vendeuses ne sont pas très sympas. C'est pour ça que je vais d'ailleurs dans l'autre boutique, elle est plus loin, c'est plus difficile de se garer, ils sont peut-être même un peu plus chers, mais qu'est-ce que c'est agréable !» Vous voyez, sur des critères comme cela, finalement, on redonne la main à l'interaction interpersonnelle, au human to human, comme j'ai l'habitude de dire, que vous fassiez du B2B ou du B2C. Oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est que l'hyperconnectivité de nos clients, de nos prospects et de ceux qui les conseillent, en fait, amène à une nécessité de plus en plus forte d'humaniser la relation entre le consommateur, si on est en B2C, ou le client, ou plutôt d'ailleurs les membres du centre d'achat, puisque, je vous rappelle, ce matin, on avait un petit atelier où on parlait de la manière dont on achète en B2B, en business to business. Aujourd'hui, en moyenne, on va dire qu'il y a 6 à 7 personnes qui sont impliquées dans un parcours d'achat en B2B. Donc ça n'existe pas le client en matière de B2B notamment. Et même d'ailleurs en B2C, quand vous vendez, je dirais, une maison, y a toute la famille qui est impliquée, plus les gens qui vont les conseiller autour. Hein. Et donc cette hyperconnectivité, qui fait que les clients savent tout sur tout avant de commencer à vouloir voir un vendeur, fait que nous les vendeurs et nous les marketeurs, on doit trouver des nouvelles manières de travailler, et encore une fois, ce numérique, comme on va le voir ici, ça révolutionne notre manière de travailler. Alors en quoi ça la révolutionne vraiment? Je veux qu'on continue là-dessus. En quoi ce numérique, cette hyperconnectivité des clients, le fait qu'ils fassent 67% de leur parcours d'achat, qu'ils aient envie de le faire tout seuls, qu'ils soient conseillés par des gens sur les réseaux, sur Internet, en quoi ça modifie fondamentalement, ça révolutionne notre manière de travailler, à nous, marketeurs et vendeurs? Je crois que fondamentalement, ça rejoint la première partie de ce que tu as présenté sur l'excellence. Il y a ce qu'on appelle notamment chez Trusted Shops un service level agreement qui se fait entre le sales et le marketing. Je m'explique autrement, parce que c'est des termes déjà internes. En gros, les personnes de mon équipe, lorsque je les recrute, il faut qu'elles soient capables, alors que c'est des marketeurs à 90%. Et toi, tu es au marketing. Ouais, je suis au marketing. À 90%, donc ils ont réellement un profil marketing. Moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est leur capacité à me vendre le produit. Toutes les personnes de l'équipe ont la capacité à vendre notre offre auprès d'un client lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les problématiques que rencontre un client
Quand on dit juste on a abordé le sujet ce matin en conférence, être customer-centric, centré sur les clients, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire véritablement s'approprier les fonctionnalités, s'approprier les problématiques rencontrées. Et il y a quelques années de ça, le marketing était cloisonné. C'est-à-dire qu'on était dans un marketing où on était sur une communication institutionnelle. Aujourd'hui, et je crois qu'on a évoqué aussi le point ce matin avec Loïc, il y a les facteurs de succès, ils sont conditionnés sur différents volets, mais il y en a 3 notamment. Il y a les réseaux sociaux, il faut être bon sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que nos consommateurs, ils sont de plus en plus exigeants, que ce soit en B2B ou en B2C. Ils veulent les choses plus rapidement. Ils veulent avoir accès aux informations. C'est générationnel, ça fait partie de notre société moderne. Donc ça, c'est le premier volet. Il y a la partie sur l'intelligence. Ça tombe bien ça d'ailleurs, parce que ce dont on parle en social selling, c'est exactement ça. Hein. C'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour vendre et se vendre. Hein. Absolument. Et les 2 autres volets qui sont un petit peu décorrélés du commerce, ça va être l'intelligence artificielle et puis toute la partie, je dirais, agilité. Mais l'agilité, donc le fait de pouvoir scaler une solution rapidement, ça rejoint le premier point, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus avertis, nos consommateurs, nos entreprises, ils veulent avoir de l'information rapidement, il faut être nous capables de s'adapter et d'être agile, parce que comme on dit dans le digital, l'agile mange le lent, c'est aussi une vérité dans le monde de l'entrepreneuriat. Si on n'est pas capable de s'adapter, de se remettre en question, voilà. En un mot, je dirais, le marketing est devenu de plus en plus précis sur ce qu'il doit délivrer en termes de contenu, du contenu de qualité, vraiment, pour déjà faciliter en premier lieu le travail ensuite de la partie commerciale. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que marketing et vente, marketing et commerce vont enfin réellement s'aligner. Hein. On en parle depuis des dizaines d'années, de l'alignement entre le marketing et les ventes, mais ils vont s'aligner avec quoi? D'après moi, ils vont s'aligner, non pas entre eux, mais avec le parcours d'achat des clients. N'est-ce pas, Norbert? Voilà. S'aligner entre eux quand même, oui, mais effectivement, se rendre compte que l'interaction avec le client doit s'étendre sur une plage beaucoup plus étendue, en démarrant à l'instant même où il y a peut-être un événement, un bug informatique, un problème climatique ou que sais-je autre. Enfin bref, le fameux déclencheur qui fait que du côté du client, il se dit « Tiens, désormais, je ne vais plus faire comme avant, je ne vais plus me contenter de ce que j'ai, faut que ça change, ou je veux que ça change, ou simplement, des fois, j'ai envie que ça change. » Simplement ça. Le envie étant peut-être plus, par exemple, du côté de la mode, jusqu'à il faut que ça change, mes serveurs tombent en panne tous les 4 matins, ça bloque mon entreprise, là pour le coup, c'est plus possible, ça me coûte trop cher. Donc, il faut que ça change. Donc, peu importe le degré de gravité que l'on met en œuvre, en tout cas, l'idée est donc, comme tu l'as très bien dit Arnaud, être customer-centric, centré sur les clients, centré sur leurs enjeux, et le revers de cette médaille, leur douleur business. C'est une terminologie que vous trouverez facilement sur Internet, les business pains, les douleurs business. En quoi, moi, mon offre, mes produits et services vont être, non pas en réponse à vos besoins, non, mais contribuer à la correction de ces douleurs et à l'atteinte, mieux, au dépassement de ces enjeux. Quand vous arrivez à vous placer comme cela, vous faites vivre précisément, comme je disais tout à l'heure, une expérience d'achat à votre client qui est infiniment plus riche que simplement tous les autres fournisseurs qui répondent bien aux besoins, parce que j'ai bien compris, page 12 dans votre cahier des charges, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Non, 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 c'est pas ça qu'attendent les clients. Contribuer aux enjeux, supprimer ou réduire les douleurs qui leur posent problème, et l'ultime Graal, être capable, par la vente par révélation, de leur offrir des perspectives auxquelles ils n'avaient même pas pensé. Moi, je vais vous dire, quand vous êtes un bon commercial, standard, hein, si je puis dire, vous entendrez souvent vos clients vous dire, à un moment donné, « Eh bien, écoutez, Norbert, je suis bien d'accord avec vous. Si vous voulez commencer à générer des affaires exceptionnelles, des affaires telles que vous vous démarquerez totalement de la concurrence, vous ferez même oublier la concurrence dans la tête de vos clients, vous obtiendrez des remarques de la part de vos clients qui seront plutôt « Ah bon ? Parce qu'on peut imaginer faire ça comme ça. » Voilà, le fameux... c'est bien sûr. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas le front pour bien... Non, toi, tu fais mieux. Voilà, donc ces axes de révélation, ces perspectives nouvelles, voilà ce qui peut réellement porter l'excellence commerciale.
Alors moi j'ai l'impression que ce qui est vraiment révolutionnaire aujourd'hui, c'est que les commerciaux notamment, et les marketeurs, ensemble, ou en se faisant la courte échelle, ils vont aller vers beaucoup moins de manipulation des clients, beaucoup moins de techniques de vente, beaucoup moins de techniques marketing, je dirais, pour emmener le client là où on le veut par la main ou par le nez, et vers beaucoup plus d'amour des clients. Je vous assure que pour moi, c'est la révolution que je remarque tous les jours au niveau des gens qui commencent à s'exprimer sur les réseaux sociaux et à récupérer du business grâce à leur activité sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est que ceux qui réussissent sont ceux qui ont vraiment développé ce sens du service au client et ce sens de l'amour au client. Parce que qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Quand ils racontent des histoires, on appelle ça storytelling dans le jargon des marketeurs, ou lorsqu'ils se mettent en histoire, je dirais, leur propre expérience ou leur propre vécu, c'est qu'ils le font pour aider les autres à progresser, pour aider les clients, pour aider les prospects, pour aider ceux qui les conseillent à progresser dans leur business. Et donc ils sont dans une posture qui est de plus en plus une posture que moi j'appelle une posture d'amour des clients. Et ça marche, et vous le verrez de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce qui me semble être un effet fondamental de cette transformation vers beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'hyperconnectivité de tout le monde. C'est ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont de l'authenticité, qui ont de la transparence, qui sont aussi dans la vulnérabilité d'ailleurs. On le voit au niveau des vidéos corporate qui ne marchent plus, alors que les vidéos dans lesquelles vous avez le patron de l'entreprise qui montre son authenticité, qui montre ses convictions, qui montre vraiment le patron, mais également le commercial de terrain, également le marketeur, un peu tout le monde. Et j'ai l'impression que cette révolution, elle est beaucoup tournée vers le fait que nous ne soyons plus des Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street ou des marketeurs qui utilisent la publicité subliminale ou les neurosciences pour manipuler les clients. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud. Hein, oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, marketeur. Non, c'est très juste. Encore une fois, on est dans une période qui est quand même assez complexe. Je ne parle pas de politique. C'est complexe d'un point de vue business. Pas encore. On en parlait avant, les choses vont très vite, les nouvelles fonctionnalités arrivent vite, il y a des nouvelles applications pour tout. On peut vendre maintenant tout et n'importe quoi sur le web, et aujourd'hui les magasins, notamment le retail, voire même, on en parlait ce matin avec la boucherie Albert Ier, un boucher arrive à digitaliser son business. Donc ça va très vite. Il faut impérativement réussir à prendre en considération tous ces facteurs et les mettre aujourd'hui dans le scope commercial. C'est-à-dire que là où avant j'avais une boucherie, j'attendais que les badauds passent et rentrent dans ma boutique, aujourd'hui faut mettre des choses en amont de tout ça. Et au niveau commercial, ça se ressent. Moi je vois aujourd'hui dans l'entreprise, il y a énormément d'efforts qui sont faits pour non pas aller chercher les clients, mais les conserver. Et je pense qu'à l'ère du digital, c'est un enjeu majeur, notamment pour notre partie. Et je fais conserver les clients, montrer ta loyauté vers tes clients. C'est dans ce sens-là, à mon avis. Absolument. Je suis loyal à mes clients. Absolument, et je fais un pont direct avec l'activité de mon entreprise qui collecte et diffuse des avis sur Internet. Avant, sur un site Internet, et je vous parle de ça il y a 5-6 ans, le site Internet e-commerce avait un bon prix. Il y avait des signaux de réassurance tels que la livraison 24 heures, le retour, un service client. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Là, le 27 juin, si ma mémoire est bonne, les soldes vont commencer. Il faut savoir que le premier jour des soldes, il y a 40% des personnes qui vont aller sur un autre site avant de passer une transaction sur le site définitif sur lequel elles vont acheter. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sans arrêt en train de comparer des choses. On est sans arrêt en train de... Le parcours d'achat, il s'est complexifié. On le dit, on le répète, mais il s'est véritablement complexifié. On est devant notre télévision en train de passer une commande sur une tablette. C'est notre quotidien quasiment à tous aujourd'hui. Ça arrive. Donc il faut prendre tout ça en considération dans sa démarche commerciale. Et je pense que les outils digitaux sont là justement pour simplifier la tâche. Il faut véritablement les utiliser à bon escient. Le parcours d'achat s'est complexifié. En B2B, c'est encore pire d'ailleurs. Hein. On dit qu'il y a 6,8 personnes en moyenne impliquées dans le parcours d'achat. Exactement. Moi j'avais l'habitude, j'ai commencé le business au siècle dernier, où quand je vendais
pardon, quand je vendais à l'époque des prestations de consulting, j'avais surtout un principal donneur d'ordre pour conclure, enfin qualifier le projet et signer tout ça. Lorsqu'aujourd'hui j'accompagne des entreprises, que ce soit dans le domaine du bâtiment, des hautes technologies ou même de l'édition papier, on se rend compte à chaque fois qu'il y a désormais une attente particulière des clients de ne plus prendre de décisions juste comme ça hégémoniques, sauf peut-être pour acheter des tailles crayons, mais auquel cas on parle bien d'une vente simple ou d'un achat simple, mais pas complexe. Dans une vente complexe aujourd'hui, imaginons je suis éditeur d'outils de gestion de la relation client, d'outils CRM, j'imagine pas un dirigeant dire bon bah écoutez là les membres du CODIR, ce sera tel éditeur et puis c'est comme ça. On peut même être sûr qu'il s'expose à une sorte de vendetta interne que plusieurs personnes vont orchestrer pour précisément planter le projet en interne pour le dire « Ah, t'as voulu avoir raison, regarde ». Donc là, désormais, le fait de fédérer les enjeux nécessite effectivement, y compris sur le digital, d'avoir des discours commerciaux qui soient hyper qualifiés en fonction de chacun de ces interlocuteurs. En fait, nous, en tant que commerciaux, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aider les clients à acheter. On va les aider à parcourir leur parcours d'achat, on va les aider dans leur processus d'achat. On va trouver d'ailleurs à l'intérieur de chacune des sociétés à qui on veut vendre, in fine, ce qu'on va appeler un champion interne, un mobilisateur, comme ils disent dans certaines techniques de vente aujourd'hui, hein, qu'on va aider justement à faire en sorte qu'il obtienne le consensus de l'ensemble de ces 6,8 personnes qui, je vous rappelle, sont toutes hyper connectées et dont les fils sont hyper connectés par Snapchat aux copains de la voisine qui elle-même a son idée sur l'éditeur de logiciel qu'il faudrait choisir. Hein. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et donc maintenant, le bon vendeur, le bon marketeur, c'est quelqu'un qui est capable de se positionner tout au début du parcours d'achat, avant même que le client ait décidé qu'il avait un besoin, qu'il devait se transformer, ou qu'il avait un challenge ou une opportunité, et qui va l'accompagner avec l'aide du marketing, et en flip-flop d'ailleurs entre les vendeurs et le marketing, hein, et les deux d'ailleurs, pour accompagner ses prospects et ses clients tout au long de ce parcours d'achat, et pour être visible à tout moment dans ce parcours d'achat, pour qu'au moment où le client a envie de passer à l'acte, eh bien, ils se souviennent que c'est nous qui l'avons conseillé et qu'il ait confiance en nous. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à peut-être la dernière question, là, c'est la confiance. Toi qui vends d'ailleurs de la confiance, hein. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des effets fondamentaux de cette transition numérique que de remettre très très fortement la confiance au centre de toute la relation commerciale. Et pour la confiance, ce sont les hommes qui créent la confiance et non pas les marques. Absolument, voilà, alors vas-y. C'est très très vrai. On est dans un contexte aussi assez particulier, puis on s'en rend compte. Hein. Alors, je vais parler dans un premier temps du e-commerce et je vous parlerai dans un second temps de la partie plus B2B. Mais la confiance en e-commerce, c'est le canal le plus puissant à l'heure actuelle pour faire de la conversion. C'est aussi simple que ça. C'est pareil en B2B. Hein. Et en B2B, c'est certainement la même chose. La notion d'authenticité avec le RGPD, la loi République numérique, sont en 2018 deux éléments qui sont sortis alors qu'on n'a pas encore fini l'année fiscale, qui tendent à dire aujourd'hui, dans le cadre de votre activité, vous devez être transparent, vous devez être authentique et vous avez une obligation de communication et vous avez une obligation de résultat en termes de service client pour vos consommateurs. Donc, avoir des avis authentiques sur Internet, c'est fondamental. Je ne vais pas faire d'autopromo, mais c'est fondamental. Mais si, c'est bien, tu as raison. Il y a des labels qui permettent justement d'avoir des avis authentiques sur Internet, notamment l'AFNOR qui délivre la certification NF Service. On est aussi Google Partner. Enfin, il y a un tas de choses qui font que c'est important. D'un point de vue B2B, nous, on le voit systématiquement. Aujourd'hui, lorsque une entreprise nous rencontre, la plupart du temps, elle a déjà tout un réseau de partenaires, elle a des obligations de conformité technique et légale, et là-dessus, il faut être au carré. Et elles ne vont pas en déroger, puisque c'est ce qui va permettre à ces consommateurs d'obtenir les informations qu'eux vont délivrer. Donc l'authenticité, c'est, je pense aujourd'hui, un vecteur de croissance essentiel. Et tu veux rajouter quelque chose par rapport à la confiance, oui, notamment en B2B? Alors, évidemment, 100% d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Arnaud à l'instant. J'ajouterais également un dernier élément de confiance en soi. Parce que finalement, si on parle de réseaux sociaux et si on parle de digital en général et de la communication que chacune et chacun va pouvoir faire sur lui-même, sur son propre profil, tout ceci va traduire, va faire transparaître
l'une des deux postures suivantes, une posture plutôt needy, est-ce que vous êtes quémandeur, dans le besoin, s'il vous plaît, achetez-moi, et autant vous dire que ce n'est évidemment pas ce qu'il peut y avoir de plus porteur, ou au contraire une posture trusty, une posture de confiance, confiance en soi, parce que finalement, mon expérience prouve, et vous le partagerez peut-être, que la confiance en soi est le meilleur attracteur de la confiance que votre client peut vous accorder. Vous ne pourrez pas gagner d'affaires significatives si déjà vous-même, vous n'êtes pas tout à fait bien aligné là-dessus. Et vous avez confiance en vous et vous avez des convictions. Et vous les partagez. Vous avez trouvé votre why, comme dirait Simon Sinek. Absolument. Et voilà. Oui, vas-y, termine. Non, juste sur cette notion de confiance, etc., n'hésitez pas à partager les best practices, etc. On est en 2018, les business qui se font sur des techniques de vente spécifiques, ça n'existe plus. Ah bah ouais. C'est un leurre. Apprenez le social selling et vous verrez que le social selling, c'est je donne ma connaissance, je partage mon expérience, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'apparais comme quelqu'un de confiance et que les clients, les prospects vont me considérer même comme faisant partie de leur équipe à eux. Tout à fait. Ils vont acheter. Alors je vais demander à la salle si vous avez. Est-ce que quelqu'un a une réflexion ou une question? Il nous reste 3-4 minutes pour terminer cette session. Est-ce que quelqu'un veut. Voilà, monsieur. Tiens, je te donne le micro parce qu'il faut qu'on t'entende. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut ne pas en dire trop justement sur les réseaux, parce qu'il y a aussi nos concurrents qui nous regardent et puis qui peuvent se dire, bah voilà, lui il fait ça, moi je vais le copier et puis je vais lui piquer ses clients. Ouais, très bonne question, j'adore cette question. Les éléments de réponse que j'apporterai, c'est, moi je vous encourage à avoir un profil actif sur Internet. Quand je dis sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux, sur Google, sur votre entreprise, en termes de contenu, etc. Quand je dis un profil actif, c'est que si vous avez par exemple une page où sont collectés les avis, que ce soit un avis positif, un avis négatif, répondez à ces avis. Engagez le dialogue avec vos consommateurs, dans le bon sens. Si à un moment vous rencontrez une problématique spécifique, c'est une preuve sociale, et là on est encore une fois dans le social selling, c'est une preuve sociale que de l'afficher sur Internet pour dire « Ah, excusez-nous madame, effectivement, vous avez rencontré un souci, écoutez, on prend contact avec vous, on va le régler, et la personne, si vous amenez bien la chose, va pouvoir répondre et apporter cette fois-ci peut-être un regard positif sur le service que vous avez délivré. Ce qui est important, c'est de rester actif. Et tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect, parce que cette question, on l'adore, en général, on l'a tout le temps dans les social selling forums. Alors, en dire trop, oui, effectivement, il y a un risque, il faut savoir quand même limiter les choses. Néanmoins, moi, j'adore quand des compétiteurs viennent copier mes idées, parce que ça veut bien dire que le leader entre eux et moi... Voilà, première chose. Et la deuxième chose, c'est de toujours associer vos compétences ou vos particularités, le savoir ou la technicité que vous exposez avec des éléments non pas de différenciation concurrentielle, mais bien des éléments d'unicité. Vous n'aurez aucun problème à parler de ce qui vous rend meilleur que les autres si justement vous êtes le seul à pouvoir le délivrer. Et il n'y aura pas de copie, ou du moins pas tout de suite. Pas de copie facile à faire. Alors moi j'irais même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde statistiquement ceux qui gagnent sur les réseaux sociaux et sur Internet, ce sont ceux qui n'ont absolument pas cette objection-là et qui partagent au maximum toutes leurs connaissances, toute leur expérience et qui ne font pas en sorte que leurs concurrents ne sachent pas qu'ils ont partagé. Il faut bien savoir une chose, c'est que de toute façon, vos concurrents ils font des choses aussi de leur côté. Si vous donnez un maximum à vos clients, à vos prospects, même si vos concurrents peuvent vous copier, et si vous continuez à le donner au maximum, vous allez être toujours un petit temps en avance vis-à-vis de vos concurrents. Et donc, vous allez gagner à la fin, parce que les clients vont revenir vers vous. Donc moi, je pense que c'est un faux débat que de se dire, je vais garder ça pour moi. J'ai une telle connaissance du sujet que si jamais je l'exprimais sur les réseaux sociaux, mes concurrents pourraient le connaître. Le seul problème, c'est que si vous ne l'exprimez pas, vos prospects et vos clients qui ne vous connaissent pas encore, ils ne le sauront pas non plus. Et donc, ils ne viendront pas vers vous. Alors que si au contraire vous donnez votre expérience, votre connaissance, je vous assure que vous avez ce qu'on appelle dans le jargon du marketing de l'inbound, inbound marketing, inbound selling, qui arrive 10 fois plus. Alors que vos concurrents à côté qui essaient d'être secrets et de vous copier, pendant le temps qu'ils essaient de vous copier, vous continuez à délivrer de la valeur à vos clients. Voilà ce que je dirais. Est-ce qu'il y a une dernière question et puis après on va s'arrêter? Ou sinon, on clôt, je vais laisser mes collègues donner le mot de la fin, si vous voulez, hein. Sinon, on dit au revoir. Non, pour moi, le mot de la fin, c'est que tout ce qu'on vient de délivrer en termes de message, ça va dans un seul sens, c'est la profitabilité de votre entreprise. C'est fondamental. Et je pense que c'est souvent aujourd'hui, à l'ère du digital, une notion
alors très bizarrement, qu'on perd un peu de vue, mais être pragmatique, aller dans le sens du client et dans la profitabilité de l'entreprise, c'est fondamental. Norbert, un mot de la fin? Dans toute innovation, dans tout changement, on peut essayer d'anticiper le train qui arrive, regarder le train passer, essayer de sauter dedans ou courir après lui. En tout cas, une chose est claire, le train circule déjà là, donc sautez dedans. Et si vous hésitez, si vous me disiez « oui, mais dans mon secteur, les concurrents ne le font pas tellement », raison de plus pour prendre une longueur d'avance sur eux en le faisant maintenant. Donc n'ayez pas peur du digital, exploitez-le. Écoute, c'est super, j'ai plus rien à rajouter. Donc merci messieurs et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.